Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Oui, on vous entend bien. Parfait. Eh ben, on va pouvoir commencer. On va laisser tranquillement les gens arriver. En tout cas, bonjour à tous. Merci de votre présence et bienvenue à cette session collective dédiée à la télésanté. Cette session, elle est organisée aujourd'hui dans le cadre de l'offre Innovation, qui est réalisée par le domaine accompagnement industriel et écosystème innovant de l'ANS. Donc, en collaboration aujourd'hui avec Fazia Amrouche et l'INSEE Romain, qui sont nos expertes télésanté de la journée. Pour rappel, la session, elle sera enregistrée et le replay ainsi que le support vous seront transmis à la fin de la session. Donc, pas d'inquiétude sur ça. On vous demande également, de rester jusqu'à la fin parce qu'on va vous solliciter via un petit questionnaire, de satisfaction sur les sessions. Ça nous permet, nous, à la fois, d'améliorer, l'animation, les thématiques et cetera et puis l'organisation des sessions qui arriveront, au second semestre. Donc voilà pour ma petite introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, moi je pourrais les lire et voilà, donc n'hésitez pas à rendre cette session interactive. Et si tout est OK, je laisse la parole à Fazia et l'INSEE. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire consacré à l'état des lieux des certifications de conformité télésanté. Pour cette présentation, donc, comme l'a dit Alice, je serai accompagnée de ma collègue Lindsay Romain, avec qui je suis en charge des guichets télésanté. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons aborder différents aspects concernant le contexte des référentiels télésanté, le périmètre des référentiels et des exigences attendues. Nous allons rappeler le processus de certification et faire un état des lieux de l'avancement du guichet. Nous allons aussi vous restituer une partie des rétex DMN réalisés, les restituer donc les étapes en cours et les prochaines étapes, et vous faire un rappel des fonctionnalités clés de l'espace authentifié et terminer par une section de questions-réponses. Pour commencer, si tu peux, Alice, donc nous commençons par rappeler le contexte des projets télésanté. La télésanté qui consiste télésurveillance généralisée à aux dispositifs médicaux numériques, la téléconsultation et à terme la téléexpertise et la télémédecine. Ce sont des projets qui s'appuient sur la stratégie nationale pour accélérer l'échange et le partage des données ainsi que leur sécurisation et qui s'appuient sur les référentiels et services socles tels que l'INS, la messagerie sécurisée, l'identification électronique. Ce référentiel, donc ces projets, consistent en l'élaboration de référentiels sectoriels tels que le référentiel des dispositifs médicaux numériques, le référentiel de téléconsultation, qui ont pour objectif de certifier la conformité des systèmes d'information des dispositifs médicaux en vue d'une prise en charge par l'assurance maladie. Dans un premier temps, je vais vous parler du référentiel des dispositifs médicaux numériques. Comme vous le savez, la certification de conformité au référentiel des dispositifs médicaux numériques est requise en vue d'une prise en charge par l'assurance maladie pour une inscription pour les DMN hors télésurveillance sur la liste des produits et prestations remboursables, que ce soit en lead générique ou en landmark dans le cadre du droit commun, ou pour les DMN de télésurveillance souhaitant s'inscrire sur la liste ELATM. Il est également requis pour bénéficier du dispositif de prise en charge dérogatoire PECAN ou PECT, que ce soit pour les DMN de télésurveillance ou des DMN à visite thérapeutique. Au sens du référentiel, le dispositif médical doit intégrer des fonctions numériques et il doit être conforme au marquage CE, conformément à la réglementation européenne 2017-745 et 2017-746. La conformité CE, selon les directives, n'est plus en vigueur depuis le 26 septembre 2024. Le DM doit impliquer un traitement de données à caractère personnel et doit être destiné à un usage individuel.
Je reviendrai un peu plus en détail dans l'arbre de décision, dans la slide suivante, pour vous expliquer un peu plus le périmètre d'application et les prérequis pour une recevabilité d'un DMN. Dans le cadre de votre candidature, afin de bien identifier la recevabilité de votre DMN au référentiel, d'IDMN, nous avons besoin d'avoir des informations, à savoir donc un diagramme d'architecture de l'ensemble des composants du système, une documentation fonctionnelle qui décrit les systèmes et ses fonctionnalités, la liste des composants du DM, le cas échéant, l'accessoire de collecte qui est nécessaire aux fonctions du DM, qui répond aux fonctionnalités attendues, le nom du DM, le nom du fabricant ou du distributeur éventuellement, les pathologies concernées, les informations sur la liste d'inscription souhaitée. Pour vous aider à identifier si votre DM est recevable au périmètre d'application du référentiel d'interopérabilité de sécurité des dispositifs médicaux numériques, l'arbre de décision vous permet de vérifier cette éligibilité. Plusieurs questions donc pour vérifier ces critères. Par exemple, est-ce que le DM est inscrit déjà sur la liste LPPR ou c'est pour une nouvelle inscription? Et est-ce que le DM embarque des fonctions numériques? Et est-ce que le DM implique un traitement de données à caractère personnel ou un hébergement des données de santé? Et est-ce que le DM est destiné à un usage individuel, c'est-à-dire à un usage pour un seul patient? Si au moins une des réponses est non, le DM n'est pas éligible au référentiel d'interopérabilité et de sécurité. Si toutes les réponses c'est et oui, donc le DM est recevable à la certification de référentiel des dispositifs médicaux numériques. Pour évaluer les exigences applicables à l'ensemble des composants du DM, donc, vous avez encore des questions à vous poser pour permettre de bien identifier les sections applicables. Par exemple, si le DM implique un hébergement de données à caractère personnel hors stockage local, pour réaliser l'une de ces fonctionnalités, la conformité HDS est requise. Si le DM offre un accès aux usagers, les exigences d'identification électronique des usagers est requise. Si le DM possède un accès aux professionnels de santé pour une prise en charge des patients, le DM, donc les exigences d'identification électronique des professionnels de santé, l'authentification via ProSanté Connect, les exigences annuaires santé qui permettent de référencer les PS sont applicables et en plus de ces exigences relatives à l'accès du professionnel de santé, les exigences d'identification nationale de santé des patients et l'administration sont applicables. Et pour tous les DM, donc, que ce soit, donc, hormis ces exigences, les exigences RGPD et portabilité sont applicables. Là, je vais vous parler un peu plus du contenu du référentiel DMN V1 qui est unique et identique, quelle que soit la démarche, que ce soit en ligne générique, non-marque, PECAN ou PECT. Ces exigences sont réparties en profils, des profils obligatoires et des profils optionnels qui s'appliquent en fonction des cas d'usage. Dans le profil général, il y a donc les exigences INS qui permettent de sécuriser l'identification du patient, l'exigence RGPD, portabilité et administration, et aussi dans des profils optionnels qui s'appliquent en fonction donc, du DMN, comme l'authentification des professionnels de santé via ProSanté Connect, l'annuaire santé et l'identification électronique des professionnels de santé. Et comme je l'ai dit précédemment, si la solution offre un accès usager, il y a des exigences relatives à l'identification électronique des patients. Pour les lignes génériques, pour les DM souhaitant s'inscrire en ligne générique sur la liste de télésurveillance, des nouvelles exigences sont intégrées, qui sont issues des spécifications techniques des arrêtés des lignes génériques, comme la ligne générique diabète, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque et aussi les patients porteurs de prothèses cardiaques implantables.
Je passe à la deuxième partie du projet télésanté qui est les systèmes d'information de téléconsultation. La certification de conformité au référentiel d'interop de sécurité et d'éthique des systèmes d'information est requise pour tous les systèmes d'information déployés dans les sociétés de téléconsultation. La loi de financement de la sécurité sociale 2023 et plus particulièrement son article 53 a permis de créer un statut ad hoc pour les sociétés de téléconsultation afin de permettre la prise en charge des actes de téléconsultation par l'assurance maladie. Pour bénéficier de cette prise en charge, deux conditions sont requises, à savoir donc la certification de conformité au référentiel délivré par l'ANS, ainsi que la délivrance de l'agrément des sociétés de téléconsultation délivré par le ministère de la Sécurité sociale. Comme le référentiel des dispositifs médicaux numériques, le référentiel des sites de téléconsultation s'appuie sur donc, les référentiels thématiques et des référentiels nationaux. On retrouve donc le référentiel contient beaucoup plus d'exigences. En plus des sections INS et des référentiels d'authentification des professionnels de santé, ProSanté Connect, Annuaire Santé, IEPS, on retrouve les exigences relatives au DMP, les exigences facturation, l'ordonnance numérique, la messagerie sécurisée, ainsi que les exigences d'éthique, de territorialité et les exigences éthiques. En raison de la volumétrie du référentiel et des exigences nombre important, il a été convenu d'échelonner les jalons, la conformité au référentiel des sites de téléconsultation. Il y a eu quatre jalons. Le jalon 1 et le jalon 2 ont été convenus pour l'année dernière. Donc, on retrouve tout ce qui concerne l'INS, ProSanté Connect, Annuaire Santé, sécurité hors test d'intrusion, ainsi que les lots de facturation et l'éthique de territoire qui étaient attendus au 31/12/2024 et prochainement la conformité au lot 3 qui embarque donc le lot 1, le lot 2 ainsi que les exigences relatives à la messagerie sécurisée, DNP, interopérabilité, éthique et les tests d'intrusion. Un point de vigilance à la date du 30 juin 2025 qui approche, les sociétés de téléconsultation ne pourront plus utiliser le numéro FINES des centres de santé pour facturer les actes de téléconsultation. Il faudrait utiliser le numéro FINES des sociétés de téléconsultation. Et pour le lot 4, donc en plus des 3 lots précédents, l'ordonnance numérique est attendue pour avoir la conformité globale au référentiel des sites de téléconsultation. Et pour le processus de certification de conformité, je laisse la parole à l'INSEE. Merci Fazia, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a quelques questions déjà. Je peux commencer la suite. Alors, donc pour les étapes de certification, ce sont essentiellement les mêmes pour les DMN et les TSC. Donc pour chaque étape, on utilise la plateforme Convergence. Donc il y a 2 phases. La première phase, c'est vraiment l'identification et recevabilité de la candidature. Et la deuxième phase, c'est vraiment la vérification des preuves. Donc tout débute avec le dépôt de la candidature. Puis il y a l'étape d'étude de recevabilité. Une fois qu'elle est recevable, du coup, elle est validée par le collège de certification. Et donc, on va procéder à la signature de la convention. Donc, la signature de la convention se fait d'abord par vous, l'ENS, avant l'ouverture des dépôts de preuves. Une fois que le dépôt de preuves est ouvert, l'ANS procède à l'instruction du dossier. Et pareil, une fois que l'instruction est faite, il y aura le collège de certification qui va revoir certaines preuves par échantillonnage pour pouvoir valider l'attribution du certificat de conformité. Donc, cette attribution de certificat, vous aurez tout ce qu'on appelle les documents de post-certification. Donc, vous aurez le rapport de certification, la convention signée par les 2 parties et ainsi aussi votre certificat de conformité.
Alors, pour le guichet de téléconsultation, la seule différence, c'est que la signature se fait à la fin du processus. Donc, comme Fazia vous a expliqué, comme il y a pas mal de phases, il y a plusieurs jalons. Donc, du coup, à la fin du jalon, les signatures se feront à la fin pour les deux parties. Donc, voilà. Après, du coup, pour la diapo suivante, je vais vous parler des différents parcours de certification. Donc, pour rappel, c'est toujours la plateforme Convergence à utiliser. Donc, il y a plusieurs parcours. Pour les DMN, vous pouvez vous inscrire soit en nom de marque. C'est des DMN qui présentent une amélioration de service rendu d'une prestation médicale. On a aussi ceux qui sont en ligne générique. Donc, il y a les DMN qui sont inscrits pour tout ce qui est spécification minimale obligatoire. Pour ce parcours-là, pour ceux qui sont en LATM, il y aura donc des exigences spécifiques en lien avec la HAS. Donc, c'est des exigences qui sont intégrées dans le référentiel d'interopérabilité et de sécurité au niveau des DMN. On aura la prise en charge anticipée, qui est pour les DMN à usage individuel, présumés innovants, à visée thérapeutique ou de télésurveillance. Et on aura ainsi aussi la prise en charge transitoire pour les DMN présumés innovants ayant une finalité thérapeutique ou de compensation du handicap et qui relèvent du champ de la liste LPPR. À savoir, pour la prise en charge anticipée et la prise en charge transitoire, le parcours est accéléré puisque le traitement des dossiers se fait en parallèle côté ANS et HAS. Donc, pour la téléconsultation, il y a une seule démarche. C'est pour les logiciels de téléconsultation utilisés essentiellement par les sociétés de téléconsultation. Donc, voilà les différents parcours. Donc, pour l'état des lieux des différents guichets, aujourd'hui, il y a environ une centaine de candidatures en cours de démarche. Et nous en avons certifié 151 depuis le début du lancement des guichets. Donc cette liste, vous pouvez voir la liste de l'ensemble des solutions certifiées conformes sur le site de l'ANS. Pour les chiffres au niveau de la téléconsultation, donc on a une 31 candidatures, avec aujourd'hui 5 solutions certifiées conformes au jalon 1. Donc comme Fazia vous l'avez expliqué par jalon. Nous avons 6 solutions certifiées conformes jalon 1 et 2. Et aujourd'hui, nous avons 6 candidatures en cours d'instruction pour le jalon 3, puisque du coup, la date est jusqu'au 30 juin de cette année. Et pareil que pour les DMN, les listes des solutions en cours sont sur le site du portail industriel et sur la e-santé aussi, avec les en cours d'instruction et ceux qui sont certifiés jalon 1 et 2. Nous avons aussi fait un retour d'expérience, donc nous remercions toutes les entreprises qui ont pu répondre à ce questionnaire et qui ont pris ce temps-là pour pouvoir nous améliorer aussi. Donc plusieurs sujets ont été abordés. Donc là, c'est une synthèse de ce retour d'expérience. Donc on a eu plusieurs sujets et on a mis en place des actions. Il y a des actions qui sont déjà bien avancées et d'autres qui sont en cours. Donc, dans les points à améliorer, nous avons eu un retour sur le manque de clarté, notamment sur le contenu et sur tout ce qui était applicable ou non. Donc, nous avons mis en place, la FAQ existait déjà, mais nous avons alimenté et nous allons poursuivre l'alimentation de cette FAQ avec des ajouts d'exemples qui avaient été demandés. Et des clarifications, notamment d'applicabilité pour certaines exigences. Donc ça, c'est des choses en continu, mais du coup, avec vos retours, on a pu alimenter certains points. Et aussi, il y aura la clarification de l'application du référentiel, notamment qui est en cours pour l'élaboration de la V2. On a eu aussi comme retour des délais importants.
un retour non homogène en fonction du vérificateur qui prend la vérification, l'instruction du dossier. On a eu aussi des retours des réouvertures de preuves qui semblaient un peu difficiles à comprendre et beaucoup d'interlocuteurs qui peuvent être différents en fonction des sujets. Donc là, c'est pareil, nous avions déjà mis en place la relecture par binôme pour chaque retour. On a aussi clarifié la validation par section au collège parce qu'aujourd'hui, le collège vérifie par échantillonnage avant une validation. Donc, il y a la première étape d'instruction par les vérificateurs et après revue par le collège qui sont essentiellement des experts de l'ANS. On a aussi mis en place, bon là c'est en cours, des indicateurs spécifiques par l'observatoire, sur l'observatoire de la e-santé, donc avec beaucoup plus de transparence sur des indicateurs, notamment les délais. Et voilà. Et pour l'autre sujet, on avait beaucoup de documentation qui était complexe, volumineuse et qui venait de différentes organisations. Donc là, on va mettre en place et en cours les liens de la documentation directement via Convergence, afin que vous les ayez pour chaque section. Et nous avons aussi ajouté des supports d'accompagnement au niveau du portail industriel pour les DMN à visite thérapeutique et de télésurveillance. Et pour celle de Pécan, c'est en cours. Mais dans tous les cas, voilà, on essaye d'alimenter avec, comme ça, vous pouvez avoir tous les éléments et la compréhension du parcours au sein de l'ANS. En retour positif, on a eu plusieurs sections qui ont été globalement comprises, donc pas forcément de questions particulières, pas de clarification, notamment sur l'accès usager, l'accès professionnel et la portabilité. On a eu aussi comme retour que les webinaires étaient vraiment essentiels et clés pour comprendre certains attendus. Donc là, on poursuivra les webinaires nécessaires, mais effectivement, ils sont en replay et mis en place sur le site de l'ANS. Nous avons aussi, globalement, les informations sont claires, donc, et notamment l'arbre de décision que vous a présenté Fazia au début. Et nous avons aussi en positif les échanges avec l'ANS, notamment voilà, pour des points particuliers, on a des contacts directs avec les vérificateurs et nous, Fazia et moi, qui ont été appréciés. Voilà pour les retours et la synthèse du retour d'expérience. Donc je laisse ma collègue Fazia pour les prochaines étapes, les projets en cours qui sont en cours côté ANS. Merci Lindsay. Pour tout ce qui concerne le projet dispositifs médicaux numériques, la certification de conformité au référentiel V1 se poursuit pour permettre la prise en charge dans le cadre du droit commun ou le cadre de Pécan. Je profite de ce webinaire pour vous parler de guichet diagnostic qui n'est pas géré par l'ANS, mais qui permet aux startups et aux DMN innovants d'avoir un accompagnement dans le cadre de la mise en conformité CE et des protocoles expérimentaux. Vous trouverez plus d'informations sur le site Genius. En ce qui concerne, donc, nous sommes en cours de prendre en compte les retours du RETEX pour continuer la mise en place des actions pour mieux clarifier le processus de certification et les exigences du référentiel. Et des travaux préparatoires sont en cours pour la mise en place d'une V2 et des ateliers sont prévus avec l'écosystème pour mieux définir le périmètre et clarifier les cas d'usage. En ce qui concerne le projet téléconsultation, nous continuons également la conformité au référentiel V1 des sociétés de téléconsultation. On veut obtenir la conformité globale et il n'y a pas de mise à jour du référentiel des téléconsultations pour le cas d'usage des sociétés de téléconsultation réalisant de la téléconsultation accompagnée. Nous profitons également de ce webinaire pour mettre en visibilité l'accompagnement
qui est disponible sur le portail industriel pour les projets télésanté. Vous pouvez nous contacter via le formulaire Nous contacter. Vos demandes vont être remontées sur la balle télésanté et donc GLPI. Pour chaque projet, il y a des pages dédiées pour les dispositifs médicaux numériques. Après, à partir de la page dispositifs médicaux numériques, vous aurez accès à l'ensemble des pages par démarche, nom de marque, ligne générique, P-compacté. Et également une page téléconsultation. Au niveau de ces pages, vous allez trouver une explication du contexte du projet, des étapes, ainsi qu'une documentation mise à disposition, à savoir le guide de dépôt d'une candidature qui vous permet de bien prendre connaissance des différentes étapes du processus. Vous trouverez également les référentiels des exigences, que ce soit pour les dispositifs médicaux numériques, pour la téléconsultation. Il y a également les webinaires réalisés depuis le début de l'ouverture des guichets. Et vous trouverez également au niveau de ces pages des FAQ dédiés avec plusieurs questions et réponses qui permettent de clarifier certaines questions, certaines exigences pour une implémentation plus facile des exigences demandées. Vous trouverez également des informations sur ces procédures sur le site Genius. Et je ferai un rappel de l'espace authentifié sur le portail industriel que je vais plus détailler dans la slide suivante. Donc, j'en profite de ce webinaire pour rappeler, je vous encourage à utiliser l'espace authentifié du portail industriel parce que pour plusieurs avantages. Donc, pour intégrer l'espace authentifié, vous pouvez utiliser l'authentification ISC qui permet à la fois d'accéder à la plateforme Convergence et aussi la gestion du raccordement ProSanté Connect. L'espace authentifié vous permettra d'accéder à certaines fonctionnalités. Nous n'avons pas encore mis en place pour les projets télésanté ce qui a été mis dans le cadre de Ségur, mais ça devrait arriver. Mais déjà, vous pouvez avoir un accès à un tableau de bord avec la centralisation des informations relatives à vos produits, à vos demandes, des notifications personnalisées en fonction de vos centres d'intérêt. Et aussi, vous pouvez poser directement vos questions. Vous pouvez directement accéder à la plateforme Convergence et aussi faciliter la gestion du raccordement ProSanté Connect. Vous pouvez directement accéder à l'observatoire qui va arriver prochainement, qui vous permettra d'avoir accès aux différents indicateurs télésanté. Et vous pouvez avoir l'historique de toutes les demandes. On arrive à la fin de la présentation et on vous laissera poser vos questions. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Oui, n'hésitez pas à écrire vos questions, comme ça on peut les lire, ou sinon vous pouvez même lever la main si vous voulez. Ah, on a plusieurs questions qui arrivent. J'ai une question. Le marquage CE est-il obligatoire pour obtenir le statut de DMN? Effectivement, un des prérequis, c'est d'avoir la conformité CE au règlement européen 2017-745 ou 746. Ensuite, on a une question qui nous dit « Bonjour, quelles sont les compétences requises pour les experts qui revoient les dossiers ?» J'avoue, je n'ai pas bien compris Moi non plus. la question. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer votre demande? Après, pour les experts, ce sont des personnes de l'ANS qui ont des compétences spécifiques sur différentes sections, différentes voilà, référentiels thématiques. Donc du coup, ils sont conviés au collège et on fait un échantillonnage pour pour revoir la revue des exigences ensemble sur par rapport à ce qui a été présenté ou déposé comme preuve au sein de la plateforme Convergence. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais sinon, vous pouvez...
exactement. prendre la parole pour plus Sinon, il y a une expliciter. autre question. Est-ce que la documentation du référentiel d'interopérabilité est disponible en anglais? Effectivement, le référentiel, c'est pas toute la documentation, mais il y a déjà le guide d'implémentation INS ainsi que le référentiel des exigences qui est disponible en anglais. Et j'ai vu que William, bonjour William, qui a la Oui, main. bonjour Fazia, bonjour à l'INSEE, l'équipe. Bonjour. En tant que représentant des entreprises fabricantes de dispositifs médicaux et qui inclut donc ces dispositifs médicaux avec des fonctions numériques, je tiens à remercier l'ANS pour tout le chemin qui a été fait, entre autres supports pédagogiques récemment arrivés qui sont bien évidemment bien utiles pour tous ces nouveaux entrants. Il faut quand même rappeler que depuis un peu plus de 2 ans maintenant, cette démarche de conformité a été extrêmement compliquée pour les entreprises et qu'il semblerait que l'aventure continue. Et en fait, ma question là, au-delà des remerciements qu'on souhaitait vous formuler, ma question là, c'est que, comme certains le savent, il y a des travaux de cadrage là pour faire évoluer ce référentiel en une version 2. Et vous savez aussi qu'en parallèle arrivent des exigences peu ou prou équivalentes à celles du référentiel dans le cadre du règlement européen des données de santé, et qu'une des grandes inquiétudes des entreprises, c'est d'avoir fait déjà un travail depuis 2 ans assez lourd et coûteux pour cette mise en conformité nationale, et que, comme on a pu le voir ces derniers jours, arrivent des exigences qui, pour certaines, vont incomber aux fabricants de DM de télésurveillance et de DM avec fonction numérique en termes d'interopérabilité. Donc, alors, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu et lu, puisqu'on a fait un position paper qui commençait à alerter sur ces sujets. Est-ce qu'il va y avoir un gap analysis? Je pense qu'il faut commencer par là, côté ANS, un gap analysis entre ce qu'on prévoit de demander aux entreprises en V2, notamment en termes d'interopérabilité et d'échange avec ce qu'on appelle les systèmes d'info, ou au sens du règlement européen, les systèmes de dossiers médicaux électroniques, parce qu'il ne s'agirait pas que les fabricants de dispositifs médicaux aient tout à recommencer. Voilà, donc je me répète un peu, Fazia, l'INSEE, mais je tiens vraiment à le rappeler parce qu'il y a Oui, des enjeux considérables. Et en fait, la temporalité de la V2 qui va arriver dans les prochains mois, années, et la temporalité du règlement européen des données de santé dans sa première phase d'exigence en 2029 sur certains critères d'interop, il faut qu'elle soit pertinente et logique pour les entreprises. Parce qu'il faut se mettre à leur place, elles vont avoir à mener de front euh, deux cadres de conformité. Et dans le meilleur des mondes, et là je réfléchis en parlant, ce serait quand même de penser à se dire si une entreprise répond à la conformité européenne EHDS, elle n'a plus à répondre au référentiel national. Je pousse un peu plus loin, mais que les deux soient imbriqués, à minima, et qu'on évite les dispositions particulières nationales, quoi. Mettez-vous à la place d'entreprises internationales qui font des solutions dans 30 pays du monde. Et l'idéal, ce serait quand même qu'on colle aux volontés de l'Europe, c'est-à-dire d'unifier, d'uniformiser sur ces cadres réglementaires, au final, et que une entreprise qui commercialise dans 30 pays, elle se dise, j'ai fait le travail pour tous les pays européens, c'est le même pour tous les pays. Voilà. Et qu'elle évite de se dire, pour la France, tiens, il faut que je fasse ça en plus, etc., etc. C'est quelque chose que vous entendez depuis longtemps, mais je tiens à le répéter, et bien évidemment, au nom des entreprises. Voilà, j'ai fini, merci. merci. Effectivement, nous avons bien pris en compte ce paramètre de la conformité EEDS et ne pas rajouter une nouvelle surcouche réglementaire. De toute manière, nous avons bien connaissance de ce sujet. Notre équipe Interop est en train de travailler dessus et toute l'équipe.
Et il y a aussi, il y aura des travaux, vous serez des ateliers avec l'écosystème et aussi il y aura une concertation pour partager tous les travaux du de DMN V2. Super. Merci. Je vous en prie. Nous avons une autre question. Lorsque les personnes développeurs et personnes en charge de la mise en conformité référentielle d'Interop ne sont pas francophones, cela devient très difficile à l'entièreté de la documentation. Effectivement, le point a été remonté et est en cours d'instruction pour savoir si on peut traduire tous les documents, mais ça reste un peu compliqué. Comme c'est une administration française, c'est un peu compliqué de traduire tous les documents en anglais. J'ai une autre question de Léa. Est-ce que la certification DNS est obligatoire en amont du dépôt de dossier PECON droit commun pour le DMN? Je ne sais pas, DNS peut-être ANS, la certification. Je n'ai pas bien compris la question. En tout cas, pour bénéficier d'une prise en charge dans le cadre des dispositifs PECAN ou PECT, il faudrait aussi la conformité ANS et l'avis favorable HAS. Avec plaisir. D'autres questions? En attendant que vous posiez vos dernières questions, j'en profite pour vous mettre le lien, enfin le QR code vers notre questionnaire de satisfaction. Donc, comme j'ai évoqué en début de séance, ça nous permet, nous, à la fois donc d'avoir vos retours sur les sujets qui vous intéressent, l'animation des sessions et surtout sur les sujets que vous voudriez voir au second semestre 2025. Donc, n'hésitez pas à scanner. Vous trouverez aussi le lien dans le chat, si c'est plus simple pour vous, du questionnaire. Si vous avez encore des questions, cependant, n'hésitez pas à les poser. Mais si vous n'avez plus de questions et que vous avez évidemment répondu à notre petit questionnaire, on vous remercie vraiment pour votre présence, pour vos questions. Encore merci Fazia et l'INSEE pour toute cette présentation. Comme on l'a dit au début, on vous transmettra le replay de la session, le support, comme ça vous pourrez avoir tous les liens que Fazia et l'INSEE ont évoqués vers le portail industriel, l'espace authentifié notamment, et surtout sur les supports qui ont été conçus pour vous aider. Et voilà, donc merci à tous. Si vous avez plus de questions, si tout est bon, on peut vous dire au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.